Voilà. Bonsoir, Guillaume Collin. Donc je suis psychiatre. Alors j'exerce à Nîmes dans une clinique, la clinique les Sophora, qui est largement représentée ici, et aussi j'ai un pied au CHU de Montpellier, l'hôpital La Péronie, dans le service de psychologie médicale, qui m'a largement formé à la prise en charge, on va dire, des patients suicidants. Alors effectivement, bon, ce que je voulais vous proposer, c'était plutôt un témoignage par rapport à cette thématique, l'évolution des opinions et notamment l'évolution de l'opinion médicale du suicide. Alors, je pense que très clairement, alors on va dire qu'il y a depuis les années 70, on va dire une remédicalisation de la question du suicide. Le suicide a toujours intéressé différents courants de pensée, que ce soit des courants philosophiques, religieux, médicaux. Il y a eu une première médicalisation de la question du suicide au XIXe siècle avec Esquirol notamment, qui était un psychiatre qui a proposé effectivement que le suicide était une affaire de souffrance médicale et qu'il y avait probablement une pathologie psychiatrique sous-jacente. Ensuite, la sociologie s'est un petit peu emparée de cette question, mais depuis les années 70, très clairement, on assiste à un nouveau courant comme ça de remédicalisation de la question du suicide. Et ce qui me semble aussi intéressant au sein de ce courant, c'est une forme quand même une évolution, voire même une révolution déjà dans les pratiques de la prise en charge du suicide, mais aussi dans la façon dont on peut, nous médecins, considérer le suicide. Il faut avoir en tête que il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, un sujet qui faisait une tentative de suicide, passait peut-être 12 heures ou peut-être 24 heures dans un service des urgences, avait des soins uniquement physiques, somatiques, un lavage d'estomac, et puis n'avait aucune évaluation psychologique, psychiatrique, sociale de sa situation. C'est-à-dire que le sujet était de passage aux urgences. Il sortait à partir du moment où, sur un plan somatique, il n'y avait plus du tout de risque à craindre, et avec, il faut bien le reconnaître aussi, quand même un certain niveau d'hostilité, ou en tout cas de non-considération de la souffrance psychologique. Ça, c'était les années 70-80. Même dans certains cas, on peut encore entendre, alors de moins en moins, parce qu'il y a quand même une prise de conscience assez importante de la question du suicide, mais il m'était arrivé, moi, pendant mes études, d'entendre des soignants disant ce patient, il prend de la place, c'est pas une vraie maladie, il a choisi. Il y a des vrais malades, en fait. Voilà, il y avait les faux malades qui étaient les suicidants, et des vrais malades qui n'avaient pas choisi, en fait. Donc on était pris dans cette question qui existe depuis des siècles et des siècles, celle du choix. Je crois que Monsieur Bonneville a bien résumé la situation. Globalement, il y a un large consensus là-dessus. On est vraiment dans une problématique de non-choix. À un moment donné, le sujet en souffrance émotionnelle, psychologique, cognitive, n'a plus les capacités, en fait, de faire face et de prendre finalement les décisions adéquates. Donc, il y avait cette question du choix qui polluait finalement l'esprit des soignants, et puis qui rendait ces patients responsables finalement de leur situation, et donc les rejeter. Donc il y avait un véritable rejet à ce moment-là de ces patients. On est arrivé quand même là depuis une dizaine ou une quinzaine d'années à une situation totalement révolutionnaire, et tant mieux dans le bon sens. C'est-à-dire que là, il y a quasiment dans toutes les régions, il existe des unités, en fait, d'accueil déjà aux urgences. Ça, c'est depuis quelques années, des unités d'accueil, alors de crise, en fait, de crise psychiatrique, alors largement composée de patients suicidants. Donc déjà le mot accueil, ça dénote par rapport à l'état d'esprit on va dire des années 70 ou 80, l'accueil des suicidants. C'était plutôt un non-accueil à l'époque. Des unités, alors à partir de ces unités d'urgence, en aval, il y a
des dispositifs justement de crise, c'est-à-dire des hospitalisations possibles, assez courtes habituellement. Alors il y en a à Montpellier en psychologie médicale, il y a à la clinique Les Sophora une unité spécialisée aussi. Donc en moyenne les patients restent quelques jours, mais avec une évaluation de leur situation, une prise en charge de leur douleur morale, c'est indispensable. On essaye par toutes les thérapies psychologiques, mais aussi le lien humain, de leur redonner un peu d'espoir. Et puis surtout, ce qui me semble extrêmement intéressant actuellement, c'est ce qui se passe après l'hospitalisation. Ce qui se passe après l'hospitalisation, on a toujours eu des problèmes. Alors ça, c'est vrai dans quasiment toutes les spécialités médicales. On a des problèmes d'observance. Est-ce que les patients qu'on traite à l'hôpital vont continuer leur traitement? On sait très bien que quand on arrête un traitement, on rechute. Bon, c'est vrai pour la cardiologie, c'est vrai. Bon, et c'est évidemment aussi vrai, peut-être encore un peu plus vrai d'ailleurs en psychiatrie. Donc ces patients en souffrance qui sont passés par une crise suicidaire, qui sortent mieux, on va dire, améliorés d'unité de crise, vont-ils continuer leur suivi? On sait très bien que le fait d'avoir fait une tentative de suicide, c'est un des facteurs de risque les plus robustes pour récidiver dans la crise suicidaire. Alors, on a mis en place, j'ai des exemples en tête dans différentes régions en France, mais des dispositifs de suivi assez adaptés et assez originaux et assez novateurs. Alors, outre les consultations classiques, certaines équipes passent des coups de fil aux patients. Où est-ce que vous en êtes? Alors, vous êtes venu au rendez-vous, comment ça s'est passé? Simplement, finalement, pour maintenir ce lien humain. Avant d'être thérapeutique, c'est un lien humain. Certaines équipes envoient des cartes postales. Vous êtes passé, c'est ce qui se passe à Lille. Vous êtes passé aux urgences il y a 3 mois, vous étiez dans une situation de détresse. On serait content si vous nous faisiez un petit signe. Là aussi, on montre finalement l'équipe soignante montre une disponibilité, une écoute possible si de nouveau la crise devait réapparaître. Donc voilà, les courriers, les coups de fil, peut-être un jour des SMS. Enfin, tout est à inventer, mais en tout cas un dispositif de suivi assez spécifique aux patients suicidants. Je dis ça parce que c'est pas simplement on teste pas des choses, tout ça est quand même sous-tendu par une recherche en suicidologie, on appelle ça la suicidologie, cette science sur le suicide, qui est totalement en explosion actuellement. Il y a de nombreux travaux qui sortent sur le suicide et notamment sur la neuropsychologie du suicide. Donc et qui montre justement chez nos patients suicidants des sensibilités, des particularités, on va dire, assez spécifiques finalement au suicide. Vous savez très bien qu'il suffit pas d'être déprimé pour avoir des idées de suicide. Un déprimé sur 2 a des idées de suicide seulement. Et parmi ceux déprimés qui a des idées de suicide, il y en a simplement 1 sur 2 qui passera là. Donc on essaie de trouver finalement toute cette chaîne comme ça, cette cascade, ces mécanismes qui expliquent l'apparition dans la dépression de l'idéation suicidaire, du passage à l'acte suicidaire. Et on a on a pu comprendre finalement, on est en train de comprendre, de modéliser le cerveau finalement, ou le fonctionnement d'un psychologique d'un sujet suicidant. Alors c'est vrai que c'est probablement des personnes qui ont beaucoup plus de sensibilité d'ailleurs, qui sont très sensibles au rejet, à la désapprobation, à la critique. Donc imaginez des sujets encore plus sensibles que les autres patients à la critique, au rejet, à la désapprobation, accueillis dans les années 70 dans un service d'urgence extrêmement hostile. Bon, voilà, c'est un cocktail très explosif. On n'y était pas du tout à l'époque. Donc, bon, une révolution dans la pratique et sous-tendue par une recherche en suicidologie tout à fait intéressante, passionnante. Et voilà, c'est les quelques mots que je voulais vous proposer ce soir. Bonsoir à tous. Bon, 2 mots, je me présente en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphane Torres, je suis un des membres de PSLR. Je suis psychiatre à la clinique des Sophora, où nous, en tant qu'établissement privé, nous intervenons en relais des services d'urgence.